Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour et merci de vous être connectés cet après-midi pour ce webinaire d'1 heure qui se veut intense et surtout riche d'informations pour vous donner envie de lancer un projet d'intelligence artificielle de vos entreprises. Alors, je me présente puisque je parle, mais bien sûr, surtout, je vais laisser la place à la grande spécialiste de l'intelligence artificielle qui est Françoise Soulier et Jean-Marc Corde qui aussi nous fait le plaisir de témoigner d'un projet IA qu'il a mené dans le cadre du PAC IA. Mais tout d'abord, moi, donc voilà, je suis très heureuse d'être face à vous, même si c'est virtuel cet après-midi. Maxence, je m'occupe du numérique pour le MEDEF, donc je salue toutes les entreprises qui sont dans ce webinaire par le réseau MEDEF et bien sûr toutes les autres entreprises, puisque plus largement que notre réseau, notre objectif est que l'ensemble des entreprises soient sensibilisées à la question de l'intelligence artificielle et surtout l'adoptent comme un nouveau vecteur de compétitivité et de progrès. Donc, on est ravis d'avoir cette séance avec vous. Alors, tout d'abord, dire pourquoi le MEDEF a souhaité avoir ce webinaire avec le Hub IA et pourquoi est-ce que nous nous intéressons à cette question. Mais tout simplement parce que le MEDEF souhaite contribuer au débat et aussi s'intéresser à toutes les technologies qui arrivent dans les entreprises, qui changent les manières de travailler, qui interpellent sur les nouvelles compétences qu'il faut préparer pour l'avenir et aussi qui changent aussi les business models. Se donner un temps d'avance sur les nouvelles technologies, c'est vraiment une nécessité pour nos entreprises aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle fait partie de ces technologies qu'il faut adopter. Donc, aujourd'hui, ça sera opérationnel sur le programme, mais tout ce que nous faisons autour de l'intelligence artificielle essaye d'embrasser l'ensemble des sujets qui concernent les entreprises. Nous avons participé, bien sûr, à la concertation avec Cédric Villani quand elle a eu lieu en 2015. On a fait une grande enquête avec les centraliens en 2018 sur l'adoption pour les PME de l'intelligence artificielle. Et nous avions vu déjà à l'époque qu'il y avait un déficit d'adoption de l'intelligence artificielle par les PME et les ETI. Nous avons travaillé, et notamment aussi avec Françoise, sur l'éthique de l'intelligence artificielle, comment est-ce que l'entreprise doit s'intéresser aux questions d'éthique. Et enfin, plus récemment, nous avons conclu à travers en fait une alliance, un EDEC avec la DGEFP, donc le ministère du Travail, pour préparer les compétences de l'avenir en intelligence artificielle. Donc c'est au travers de la French Coalition pour les Digital Skills. Donc c'est un programme européen, comme son nom anglophone l'indique, auquel le MEDEF en fait participe et est chef de file pour la France pour essayer d'accompagner des programmes de formation et d'anticipation des besoins en compétences. Puisque peut-être, ça sera une des questions qui sera posée, on verra les questions que vous avez envie que nous adressions lors de ce webinaire, mais il y a une question aussi de compétences qui se pose. Donc voilà, pour l'intérêt du MEDEF, vous voyez, il est à 360 degrés. Et je laisse très rapidement la place, bien sûr, aux plus sachants, ceux qui mettent en œuvre ce programme. Et j'espère qu'il répondra à vos attentes en termes de simplicité et d'efficacité. Je crois que c'est le cas. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire avec nos autres intervenants. Je reste connectée, bien sûr. Merci Maxence. Donc, peut-être un tout petit mot d'introduction des règles du jeu, en fait. Donc, vous devez voir sur votre écran quelque chose qui dit chat. Il n'y a pas de chat, mais vous pouvez poser vos questions là, puisque l'IA aime beaucoup reconnaître des chats et des chiens. Forcément, il y a le chat. Donc là, si vous avez des questions, posez-les à cet endroit-là. Donc, on prendra les questions et on les traitera éventuellement dans une petite session en fin de présentation. Là, on va commencer par une présentation de Jean-Marc Corde, donc de Septodon, qui va vous présenter un projet PAC-IA tel qu'il l'a réalisé. Et ensuite, moi, je ferai la présentation du PAC-IA du point de vue de ce que c'est, à quoi ça peut servir. Avant de passer la parole à Jean-Marc, donc, je suis Françoise Soulier, je suis le directeur ou le conseiller scientifique du Hub France-IA et je suis également, la raison pour laquelle je suis ici, je suis le pilote du projet PAC-IA. Voilà. La parole est à Jean-Marc. À toi, Jean-Marc. Merci Françoise. Bonjour à tous. Je suis donc Jean-Marc Corde, je suis directeur des opérations
pour Septodon en France. En quelques mots, hein, Septodon, c'est une ETI basée à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, qui a été créée en 1932 et dont le propos est de fabriquer des produits pharmaceutiques à destination des dentistes et en particulier et en grande majorité des anesthésiques utilisés de manière générale pour traiter tous les soins que l'on peut avoir chez le dentiste. En général, nos produits sont associés à des caries et des douleurs, mais ce n'est pas que ça en tout cas. En termes de produits, c'est notre produit phare, mais on fait un certain nombre de produits pour les dentistes. Je vais vous présenter en quelques minutes le projet PACIA tel que on l'a déroulé ici sur le site de Saint-Maur. C'est une histoire courte, c'est une histoire intéressante, c'est une histoire passionnante sur un délai court. C'est assez étonnant comme manière de faire, mais ça montre aussi l'agilité que l'on peut avoir dans nos ETI, nos PME en tout cas. Quand on a quelque chose d'intéressant, un projet intéressant avec des perspectives de performance et de retour sur investissement et de prendre un temps d'avance sur nos concurrents, on y va et on y va, on ne se pose pas de questions, on implique que tout le monde ait la direction et tout le monde prend les décisions rapidement. Alors, la présentation qui durera environ 10 minutes, 20 minutes maximum, je vais vous parler de ce que c'est que le PACIA. Françoise le détaillera juste après moi. Et puis, je vais partager avec vous la manière dont on a abordé un partenariat entre Septodon, qui a une idée, en tout cas, d'utilisation d'intelligence artificielle au sein de ses process de production, Another Brain, qui est une start-up et qui a une technologie intelligence artificielle qui nous intéresse, et le club IA France qui nous supporte et qui nous a permis, en tout cas, d'engager le projet PACIA. Je vous détaillerai, je ne vais pas forcément aller dans le détail, mais vous présenter les solutions techniques, les expérimentations et la conclusion du projet. Le PACIA, donc, c'est un programme qui est proposé aux PME et aux ETI dans le cadre de projets liés à l'intelligence artificielle, bien sûr pour des entreprises de la région Île-de-France. Donc, avec un accompagnement personnalisé, c'est un projet sur un horizon de 3 mois, donc c'est court, c'est très court en termes de projet. Il faut être efficace, il faut savoir ce que l'on veut faire. Et l'objet du PACIA, c'est d'être concret, en tout cas, et d'arriver à matérialiser quelque chose qui marche dans les process à la fin et ne pas faire juste des projets théoriques. C'est subventionné à 50% par la région Île-de-France et on a à faire, en tout cas, en termes d'interface, en termes de support, en termes de conseil, à des experts et des grands experts dont Françoise est le représentant ici aujourd'hui. La partie PACIA, ça se fait tel que le décrit le PACIA, c'est un triumvirat finalement entre un industriel, une PME, une ETI qui a un projet ETI, une start-up qui a une technologie d'intelligence artificielle et la région Île-de-France, le club IA qui est là pour fédérer tout ça. Donc notre partenaire dans cette aventure PACIA, et on parle bien de partenaire, hein, il n'y a pas de client fournisseur, il y a vraiment un partenariat entre un besoin industriel et puis une technologie innovante. C'est Another Brain, qui est basé sur Paris, qui a été créé par Bruno Maisonnier. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la technologie parce que ce n'est pas forcément mon expertise et je vous engage à aller en tout cas consulter le site d'Another Brain. Mais ils ont une technologie à disposition qui est inspirée du fonctionnement du cerveau, donc qui est auto-apprenante, qui va apprendre au fur et à mesure de son fonctionnement, de ce qui s'est passé et va au fur et à mesure naturellement intégrer de nouvelles données de manière automatique. Pour vous donner un exemple, pour ce qui nous concerne, la technologie, elle est auto-apprenante, c'est-à-dire qu'elle va apprendre ce que c'est qu'un objet conforme dans nos process industriels d'une manière générale. Quand on a des points de contrôle sur nos lignes de production, on va chercher des défauts, on va chercher des produits non conformes. Donc, on sait caractériser des non conformes.
on sait qu'est-ce qui est un non-conforme critique, un non-conforme majeur, un non-conforme cosmétique ou mineur. On sait très bien le décrire. On sait moins décrire de manière intrinsèque ce qu'est un objet conforme. La technologie proposée par Another Brain, c'est de systématiquement contrôler la conformité d'un objet et ne pas chercher des objets non conformes qui sont issus d'une défautec. C'est une manière d'approcher en tout cas le contrôle qualité sur chaîne complètement innovante, complètement incroyable. Ça a été pour nous en tout cas une découverte de dire dans nos process, on va chercher les produits conformes et on va les laisser passer plutôt qu'on va chercher les non conformes et on va les enlever. L'industrie est basée sur ce principe-là depuis quasiment toujours, chercher des non conformes, et là on fait complètement l'inverse, on cherche des produits conformes, et la technologie proposée par Another Brain est apprenante et apprend toute seule au fur et à mesure du défilement de produits ce que c'est qu'une cartouche conforme, et c'est nous dire et nous interpeller quand elle considère qu'une cartouche est non conforme. Cette technologie, elle est simple. Alors je dis principalement pour moi, elle n'est pas lourde. Il n'y a pas de cloud, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de grands serveurs. C'est une puce qui est intégrée à un système, et c'est la puce qui est auto-apprenante, et c'est la puce qui fait tout le travail. Alors, pour rentrer dans les détails du projet, pour ce qui nous concerne, la technologie Another Brain, c'est quelque part, c'est une puce qui apprend et qui, comme le cerveau, peut apprendre sur la base de ce qu'elle voit, donc de la vision, de ce qu'elle sent, ça peut être l'odorat, ou de ce qu'elle entend, ça peut être le son. Pour ce qui nous concerne, nous, dans nos applications, on a des systèmes de vision aujourd'hui installés sur nos chaînes de production qui sont paramétrés et qui sont gérés pour chercher des défauts. Notre projet, il a été de dire, vu le concept de recherche de cartouches, alors c'est des cartouches conformes, on a en tout cas l'idée d'installer cette technologie innovante sur une partie du process de production qui n'est pas automatisée aujourd'hui et pour laquelle on va chercher des défauts, mais via l'œil humain. Donc on a des personnes sur ligne qui vont inspecter des cartouches en verre vide et qui vont chercher les cartouches défectueuses, les enlever avant de mettre les cartouches sur ligne pour qu'elles soient remplies et deviennent. On a décidé donc d'engager le Pakia sur un système de vision, de recherche de cartouches conformes en tête de ligne de remplissage de nos lignes de remplissage. L'objectif, c'est d'éliminer les cartouches cassées, endommagées. Hein, le verre c'est fragile et a un capital choc intrinsèque. À partir d'un certain moment, une cartouche qui a eu trop de choc va se briser ou se fêler assez facilement. Et les cartouches cassées ou endommagées, c'est une vraie difficulté pour nous dans la partie aval de nos lignes de remplissage. Ça va générer des arrêts de ligne, ça va générer des problèmes de qualité, ça va générer des problèmes de productivité. Donc, il est pour nous important de maîtriser la qualité de ce qui rentre sur ligne en termes de conformité de cartouches vides qui sont en verre. Aujourd'hui, on a un contrôle humain basé sur un seul opérateur qui charge l'équipement. Le projet du Pakia, c'était de remplacer l'œil humain par un système de caméra associé à une puce intelligente. Ce qu'il faut dire vis-à-vis de l'option Pakia, c'est que c'est un changement fondamental pour nous de la manière d'appréhender la conformité des produits sur ligne. Et alors pour vous donner, pour vous faire visualiser le type d'équipement qui est utilisé pour la production de cartouches d'anesthésique injectables, on a une ligne ici qui peut être découpée en 3 étapes.
La première étape, qui est l'étape amont, va être l'étape de préparation de la cartouche en verre. Donc, c'est là qu'on va charger les cartouches sur ligne. Et ensuite, les cartouches vont suivre un process de lavage, siliconnage, stérilisation. Vous rentrez ensuite ici dans une ligne de remplissage où on va mettre un piston, remplir la cartouche d'un anesthésique injectable, la sertir, et puis la cartouche sera sortie et elle suivra ensuite son process. Il y a encore 5 étapes majeures aval avant d'avoir le produit fini. L'objectif ici, c'est de rajouter notre technologie d'intelligence artificielle pour remplacer l'œil humain et contrôler à 100% l'ensemble des cartouches qui rentrent sur la ligne de remplissage afin d'éliminer les cartouches ébréchées, cassées ou endommagées. Vous voyez ici, j'ai mis 2 photos, c'est le cartouche visuel, le contrôle visuel des cartouches en verre. Donc vous avez ici des cartouches en verre, hein, donc c'est un petit tube. C'est un petit tube de verre qui fait 4 ou 5 cm de hauteur, d'un diamètre d'environ 6 à 7 mm, et que l'on va remplir. Donc la partie ici contrôle visuel se fait par rétroéclairage, et par rétroéclairage, on voit assez facilement à l'œil humain une cartouche ébréchée ou scellée parce qu'il y a une discontinuité du flux de lumière dans la cartouche de verre. L'intérêt du système vision, je vous le disais tout à l'heure, avant de vous montrer la technologie que l'on a employée, il est triple. Il y a un impact qualité important pour nous de maîtriser la conformité des cartouches qui rentrent sur ligne, parce que nous sommes un laboratoire pharmaceutique, et en termes d'injection, il est toujours malvenu d'avoir des morceaux de verre, par exemple, dans la cartouche. Donc, des cartouches cassées, brisées ou fêlées, pour nous, en tout cas, c'est un élément critique sur ligne. Le plus tôt on les enlève, le mieux on se porte. Ça va nous permettre aussi de rendre l'inspection à 100% dans un process aval plus robuste, et puis ça va nous permettre aussi d'avoir des statistiques un peu plus robustes pour échanger avec les fournisseurs et la qualité des cartouches en verre reçues. D'un point de vue business, ça va nous permettre de diminuer les pertes induites par des cartouches non conformes chargées sur ligne, et puis aussi de diminuer l'usure de la machine liée à des cartouches qui sont ébréchées ou fêlées, puisque ça impacte directement, en tout cas, les organes de transport de la ligne. Et puis, un critère aussi important, c'est la santé au travail. Ça va nous permettre aussi d'améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs, et ne plus leur demander de s'exposer à des fortes intensités lumineuses pour contrôler des cartouches dans une barquette. Ce sera une caméra et une puce intelligente qui feront le travail à leur place. Les contraintes techniques, elles étaient assez importantes, puisque les cadences de ligne sont importantes, hein, c'est 600 cartouches à la minute. Hein, avec ce type de machine, on fabrique 1 demi-million de cartouches par jour. Et puis, comme la cadence est importante, il était nécessaire que le temps d'inspection de la barquette, qui faisait environ un peu moins de 800 cartouches, soit au maximum de 40 secondes, avec forcément des exigences qualité où toute cartouche ébréchée doit être repérée à 100%, et où le taux de faux rejet ne doit pas excéder 5%. Et en termes d'installation, en tout cas, on n'avait pas demandé un système d'éjection automatique des cartouches repérées non conformes. En termes d'interface homme-machine, on imaginait que le système puisse alerter l'opérateur qu'il y avait une difficulté avec une cartouche dans une barquette, donner à peu près l'emplacement, et que celle-ci puisse être éliminée de manière manuelle par l'opérateur, et que le système, lui, puisse aussi, par lot ou par période temporelle, accumuler et combiner des données pour nous pouvoir générer des statistiques sur les taux de nos conformités. Donc, tout ça résumé, voici le dispositif qui
qui a permis en tout cas de générer des tests en laboratoire. Donc, on a fourni des barquettes de cartouches à Another Brain qui a pu commencer en tout cas le développement de l'algorithme qui va permettre en tout cas à la puce d'apprendre ce pourquoi on la destine. Donc, l'objectif de la puce, c'est ici en tout cas, c'est la première étape, c'est d'intégrer des images d'une barquette réputée conforme pour qu'elle commence à apprendre ce que c'est que des cartouches conformes. Dans la deuxième étape ici, on va générer et passer des cartouches qui ont des défauts pour commencer en tout cas à solliciter l'intelligence artificielle et la puce pour qu'elle commence à détecter des cartouches qui ne sont pas conformes et apprendre en tout cas ce que c'est qu'une cartouche non conforme, une cartouche conforme. C'est-à-dire qu'à partir des premières images que la puce aura intégrées, toute différence générée, quelle qu'elle soit par rapport à la conformité intégrée par la puce, générera en tout cas un message d'alerte. Et on pourra dire, bah non, ça finalement c'est conforme. On déclarera que l'image avec un temps d'arrêt donné par l'intelligence artificielle est finalement conforme, et la puce apprendra que tel type de défaut ou tel type d'événement est une conformité, et au fur et à mesure, Je crois qu'on a perdu Jean-Marc. On a perdu Jean-Marc, en effet. Bon, peut-être pour la simplicité, je vais essayer de continuer sur la présentation, puisque je connais un petit peu le sujet. Et puis, il va nous rattraper. Donc, effectivement, le slide ici présente l'expérience qui a été faite en laboratoire. C'était l'époque du confinement. Donc, avant le confinement, par chance, Septodon avait pu donner des barquettes pleines de cartouches à Hanover Brain. Donc, il y en avait 3 barquettes avec et sans défaut. Et donc, pendant tout le confinement, Hanover Brain a mené les expérimentations qui sont ici, c'est-à-dire en gros à développer toute la procédure de capture d'image, puis l'algorithme d'apprentissage de ce que c'est une bonne cartouche, puisque c'est ça le but, en calibrant en fait les faux positifs et les faux négatifs, puisqu'un faux positif, ce serait une cartouche qui serait déclarée cassée alors qu'elle ne l'est pas, et un faux négatif, une cartouche cassée qui ne serait pas détectée ou flaguée comme étant cassée. Donc, vous avez compris que se faire injecter des morceaux de verre dans la gencive, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est pas tout à fait une bonne idée. Donc, les faux négatifs en particulier, c'est un vrai danger. Donc, ils ont travaillé comme ça pendant 2 mois pour, en fait, évaluer les performances de leur système. Jean-Marc, je vois qu'il revient. C'est bien parce que là, je vais être plus mal. Jean-Marc, pendant que tu n'étais pas là, j'ai continué pour qu'il n'y ait pas d'interruption. J'en suis là, à toi. Très bien. C'est bien, tu me sauves. Donc on avance, et puis ça, ce sont des expérimentations en usine. Donc l'équipement de laboratoire, on l'a amené en usine. Alors ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas eu de chance. On a démarré le projet en plein confinement, donc ça n'a pas facilité les échanges. Si on avait pu commencer l'industrialisation des essais en usine un peu plus tôt que le 18 juin, ça aurait sans doute aidé le projet. Bon, enfin, toujours est-il que c'est comme ça. Mais ça, c'est une visualisation de ce qui peut se passer réellement en production, donc en zone pharmaceutique classée. Et on voit ici que, alors c'est ici, il y a un défaut. On voit que
la visualisation du défaut ici est bien interprétée par la puce et la puce reconnaît en tout cas quand il y a des défauts sur les barquettes, ce qui va permettre d'alerter l'opérateur et cette cartouche-là, celle-ci et celle-ci, seront retirées de la barquette et ne seront pas chargées sur ligne, ce qui est potentiellement le cas aujourd'hui. Vis-à-vis de la technologie, on a été limité, et c'est la conclusion du projet, sur la capacité à maîtriser les faux positifs, en particulier parce que on a et on l'a vu en tout cas avec les essais sur site en configuration industrielle, dans la manière que l'on a de charger nos barquettes sur ligne, on voit que il peut y avoir des événements qui font que les cartouches restent pas droites, elles sont un petit peu couchées, les bords sont un peu plus flexibles, etc. Donc ça a amené en tout cas des éléments supplémentaires qui font que il faut continuer à travailler sur l'algorithme et continuer à travailler pour maîtriser les faux positifs qui restent aujourd'hui trop importants. La conclusion, et je vais revenir en quelques mots sur le pack IA. Le pack IA, j'ai été informé que ça existait le 4 décembre 2019 via notre directeur informatique qui avait participé à une conférence à la région Île-de-France où le pack IA avait été présenté. Il est revenu avec l'information et notamment et aussi le nom d'Another Brain. Il a regardé, il n'a pas su trop quoi en faire, en tout cas. Et comme c'était un système de vision, en tout cas, il l'a transféré aux opérations, donc chez moi, en me demandant ce que j'en pensais. J'ai pris connaissance et le 5 décembre, donc le lendemain, j'ai contacté Another Brain pour dire il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a quelque chose qui m'interpelle, il faut que vous veniez me présenter la technologie, je ne comprends pas tout. Christian Verbruge d'Another Brain est venu ici sur site le 17 décembre, donc 15 jours après, a présenté la technologie. J'ai été tout de suite convaincu par la technologie en disant il y a quelque chose à faire. La manière d'appréhender la conformité de quelques pièces que ce soit sur ligne est complètement innovante et bluffante et on se doit tester. En tout cas, si ça marche et si on peut avancer avec ce concept-là, ça peut révolutionner en tout cas la manière que l'on a d'appréhender le suivi qualité sur nos lignes de production. Ça peut nous faire prendre de l'avance et en niveau qualité et en niveau de performance sur nos concurrents. Il se trouve que le 17 décembre, c'était un petit peu tard. Et puis, en descendant, notre CEO, Lydie Schiller, est passé me dire bonjour. Et puis, on l'a raccroché à la présentation, 10 minutes, emballé aussi par la technologie, avec un message qui a été de dire Jean-Marc, si vous pensez que c'est intéressant, reparlez-moi et on ira. Ça, j'étais chez Septodon, présentation de la technologie le 17 décembre. Début janvier, je crois que c'était le 10 janvier, je vais avec un chef de projet identifié en interne chez Another Brain pour voir la technologie et commencer à faire des essais de faisabilité sur le projet imaginé. Et puis le 10 janvier, on considère, et Septodon Another Brain, qu'il y a quelque chose à faire, le projet semble viable et on y va. Et donc le 30 janvier, on est allé présenter à Françoise notamment notre projet. La conclusion a été le projet est intéressant, vous pouvez continuer à travailler dessus et finalement à faire acte de candidature. Il nous a fallu 15 jours pour faire les papiers. Alors c'est très simple, hein, les papiers, hein, il y a beaucoup de pages, mais c'est très simple à remplir. Et puis fin février, on a définitivement déposé notre projet qui a été accepté dans les jours suivants et on a démarré le projet PAC-IA en avril. Première connaissance du PAC-IA le 5 décembre, on a démarré en avril, donc c'est allé très vite. Et puis à partir d'avril, on avait 3 mois pour réaliser nos projets et montrer qu'il était possiblement industrialisable. Alors la conclusion, puisque on a fini le projet il n'y a pas très longtemps, on a des résultats qui sont hyper encourageants, mais qui ne permettent pas encore une mise en production.
et le projet PACIA c'est terminé. En revanche, il y a des points positifs importants à prendre en compte. Pour nous, en tout cas, on a découvert ce que pouvait être l'intelligence artificielle avec. C'est une solution simple, compacte, innovante. Et puis nous, ça nous a fait avancer sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle. On en entend parler, on sait que ça va arriver, mais on ne sait pas comment. En tout cas, la conclusion, elle est que il faut pas attendre que quelqu'un frappe à la porte de l'entreprise pour dire j'ai une solution à vous vendre en intelligence artificielle. Je suis sûr que ça va vous convenir. C'est à nous, en tout cas, d'être à l'écoute par divers canaux, en tout cas, et Club IA en est un, de se tenir informé des possibilités qu'il y a en intelligence artificielle, et puis en fonction des sujets ou des types de technologies, poser les questions et avancer. Donc ça, c'était une grande découverte pour nous, c'est l'intelligence artificielle, il faut qu'on y aille, c'est à nous d'y aller, personne ne va venir nous la vendre, mais c'est à nous de s'y intéresser et de regarder qu'est-ce qui, aujourd'hui, sur le marché en termes d'intelligence artificielle, pourrait être utilisé chez nous. Alors, en production, c'est assez facile de conceptualiser des choses sur des équipements de production. C'est un peu plus difficile sur du business, sur l'assurance, etc. Mais ça existe aussi. En tout cas, vis-à-vis du projet, il était clairement ambitieux dès le départ, mais si on n'est pas arrivé à industrialiser à la fin du projet, notre ambition, c'est de continuer. Donc, on va continuer avec Another Brain à travailler sur le sujet pour industrialiser définitivement le projet sur lequel on a ardemment travaillé pendant plus de 3 mois. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en la matière de PACIA, on n'est pas seul. On est accompagné par notre partenaire, on est accompagné aussi par les équipes du Club IA France qui structurent le projet, en tout cas, de manière efficace, qui nous mettent aussi des jalons, ce qui nous oblige, en tout cas, à avancer sur le projet. Il y a une claire vérification avant de lancer le projet qu'on a les ressources adéquates pour mener le projet en temps et en heure tel que ça a été, en tout cas, discuté. L'accompagnement, je vous dis, a été efficace avec un rythme adéquat et une expertise aussi appréciée au fur et à mesure. Et pour nous aussi, quelque part, la vulgarisation de ce que peut être l'intelligence artificielle. Et puis, en conclusion, il y a un peu plus de 6 mois, si on n'avait pas eu le Club IA, on n'aurait sans doute jamais rencontré Another Brain et on serait toujours à faire évoluer la robustesse de nos process dans un concept qui est bien connu depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on est parti sur une dynamique complètement différente avec des projets plein la tête en tout cas, et la technologie Another Brain, par exemple, on imagine la mettre à toutes les sauces de notre process. Donc, on a ouvert une porte, on est content, on va aller à la fin du projet, même si on n'a pas réussi avec le PACIA à l'industrialiser. En tout cas, ça a été une expérience enrichissante, importante, avec des compétences qu'on n'aurait jamais imaginé côtoyer et qui nous ont apporté, en tout cas en termes d'aide, de soutien, de compréhension, une grande disponibilité et une grande ouverture d'esprit. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce témoignage. Je suis personnellement très contente que le projet se soit bien passé et qu'il soit arrivé au bout. Donc maintenant, je vais vous faire la présentation effectivement de ce que c'est que ce PACIA dont on parle et comment ça marche. Alors peut-être avant de présenter le PAC, je vais vous parler d'IA de façon générale. Bon, vous connaissez probablement tous plus ou moins les choses dont je vais vous parler, mais je vais vous les raconter dans le contexte du PAC. Alors d'abord, la première chose, c'est que l'IA, alors bon, j'ai des slides avec des figures et là vous avez les endroits où j'ai volé les figures en question. D'abord, la première chose, c'est la maturité digitale. C'est-à-dire que l'IA, c'est la 3e vague après les technologies d'accès web et mobile qui nous ont donné beaucoup de données.
Ensuite, la deuxième vague, le big data avec tous les outils de manipulation informatique de données, Spark, etc. Et puis maintenant, l'IA. Il y a eu des études récemment, le BCG nous racontait ça, en fait, qui montrent que pendant la crise du Covid, les entreprises qui avaient fait leur maturité digitale et les entreprises qui ne l'avaient pas faite, il y avait un écart de 20 à 30% de compétitivité entre le début et la fin du Covid, entre ces deux. Donc, en fait, la maturité digitale, c'est absolument nécessaire en période de Covid. Le deuxième point, c'est la raison pour laquelle on va vouloir adopter l'IA. Alors, la seule et unique raison pour qu'une PME ou une ETI comme Septodon se mettent à faire de l'IA, c'est pas parce que c'est chic, c'est pas parce que c'est sexy, c'est pas parce que c'est un sujet agréable à raconter pendant les soirées, c'est parce qu'en fait, on va créer un avantage concurrentiel pour son entreprise. Soit face à la menace de concurrents qui existent, ou bien de concurrents qui vont venir se positionner parce qu'eux ont acquis l'IA, soit parce que les fournisseurs sont en train, en quelque sorte, de grignoter sur votre marché parce qu'ils ont adopté l'IA, ils peuvent le faire, soit tout simplement parce que les clients le réclament. Donc, en fait, les raisons d'adoption de l'IA, c'est d'abord et avant tout pour soutenir votre avantage concurrentiel, pour l'augmenter. Si vous n'avez aucun intérêt à adopter l'IA, il ne faut pas adopter l'IA, point. Il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est un point vraiment important, je pense. Donc sur ce dessin, vous regarderez les références, je pense que les slides seront disponibles. En fait, on montre ici dans tous les domaines, hein, que ce soit le transport, l'usine, la distribution, les finances, on voit entre ceux, les points rouges, les sociétés innovantes qui ont adopté l'IA, et bleu, les sociétés qui n'ont pas adopté l'IA, il y a systématiquement entre 15 et 20 points de croissance de moins d'ici 2030. Donc, les sociétés qui n'auront pas adopté l'IA donnent à leurs concurrents 15 à 20 points de croissance. C'est la seule raison pour laquelle on doit faire de l'IA. C'est en fait, il faut se positionner, sinon vos concurrents vont tout simplement vous tuer. Les apports de l'IA, en fait, ils sont toujours de deux sortes. Quand on commence un projet d'IA, en général, on va s'attaquer à réduire les coûts. Il y a dans une entreprise beaucoup de coûts. Dans le cas de Septodon, c'était en fait le coût d'examen manuel, si on peut dire, parce qu'en fait, c'était visuel, de ces tubes. Donc, on va vouloir d'abord réduire les coûts, par exemple, en automatisant certaines tâches, par exemple, en utilisant mieux les produits de base. Ça, en général, ça représente 68% des apports de l'IA. Donc, c'est vraiment la première chose à faire, une chose qui va automatiquement et très rapidement avoir un impact sur la bottom line, évidemment. La deuxième chose, c'est en fait, à partir du moment où on a commencé à utiliser l'IA et à comprendre comment ça fonctionne, eh bien, on va pouvoir se mettre à développer des nouveaux services, des nouvelles offres et augmenter ses revenus. Par extension, en gros, des produits qu'on offre, on augmente son marché et on génère donc des revenus additionnels de 32%. Un exemple très simple, vous prenez Amazon que vous connaissez tous, qui a un système de recommandation. Eh bien, le système de recommandation, c'est 30% du revenu d'Amazon. Donc, l'augmentation des revenus, qui est due entièrement à l'IA, puisqu'un système de recommandation, c'est un système d'IA, l'augmentation des revenus, c'est une deuxième étape et dans ce qu'a raconté Jean-Marc Corde, vous avez vu la première partie, la réduction des coûts, mais il a dans ses cartons, évidemment, de mettre de l'IA partout, entre guillemets, pour définir des nouveaux produits. Donc, en général, on va commencer par réduire les coûts. Alors, évidemment, sur quel cas il faut travailler? Il va falloir travailler d'abord sur les cas qui génèrent le plus de ROI. Donc là, sur ce graphique, vous avez en vertical le ROI attendu. S'il n'y a pas de retour sur investissement, il ne faut pas faire le projet, point, à la ligne. Et puis, ici, à l'horizontale, vous avez la durée du projet. Quel est le meilleur projet? C'est le projet qui rapporte le plus
dans le moins de temps. Je m'appelle la Palisse de mon nom de baptême, c'est bien évident. Donc, on va toujours regarder en fait les projets possibles dans une entreprise en se posant ce genre de questions. Quel est le retour sur investissement et quelle est la durée du projet? On va commencer par celui qui est là en bleu, le 1, puis celui toujours ROI attendu, projet un petit peu plus long, puis projet numéro 3, et puis celui qui est très très long et qui rapporte en gros rien du tout, on ne va certainement pas le faire. Ça s'appelle la priorisation des cas d'usage. Pour ça, il faut lister les cas d'usage et donc les prioriser. Ensuite, quand on a parlé tout à l'heure de maturité digitale, on a vu que c'était vraiment quelque chose d'important, mais c'est en fait une condition sine qua non pour l'adoption de l'IA. Si vous regardez ici les entreprises qui ont une forte maturité digitale et une forte utilisation de l'IA, eh bien, vous voyez qu'il y a une corrélation absolument totale. Le high-tech, c'est pas surprenant, sont très hauts. Les services financiers qui nagent dans les données sont très hauts aussi. Donc, en fait, il faut absolument, pour pouvoir faire de l'IA, avoir mis en place des processus de collecte, de nettoyage, de stockage des données, avoir cette sensibilité à l'importance et à la valeur de la donnée. Enfin, la dernière clé du succès, c'est l'implication du dirigeant dans tous les projets qui marchent, qui fonctionnent, et bien entendu dans les PME ETI, l'implication très forte du CEO et des dirigeants est absolument critique. Et Jean-Marc ici a porté complètement le projet sur la recommandation de son PDG, et parce qu'il était dans une ETI, les décisions sont allées très vite et ces décisions à lui ont permis de tracter le projet. Donc voilà la chaîne à suivre, identifier les menaces sur votre compétitivité, réduire les coûts pour commencer, puis augmenter les revenus en générant des nouveaux projets, toujours prioriser les cas d'usage par la durée et le ROI, bien contrôler sa maturité digitale et surtout impliquer les dirigeants. Donc ça, c'est très généralement l'IA. Donc je ne vais pas vous dire que l'IA est partout dans la vie quotidienne, je vais aller un petit peu rapidement. On voit de l'IA dans à peu près tous les domaines autour de nous. On voit de l'IA dans tout ce qui est reconnaissance d'images, de paroles, de textes, dans les jeux. Donc l'IA, il y en a absolument partout. Et nous, ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-Marc, c'est la maintenance prédictive, les questions de non-conformité. Il y avait eu un article de l'usine Nouvelle qui listait 35 cas d'usage. Donc la question n'est pas est-ce que l'IA va vous être utile? La question est plutôt pourquoi pas vous? Très franchement, pour le pack IA, j'interviewe beaucoup de PME et d'ETI. J'ai dû en interroger maintenant une bonne quarantaine. Je n'ai pas encore trouvé un cas où il n'y ait pas un projet IA potentiel. Donc, le pack IA, c'est fait pour, en gros, toutes les PME ou ETI. Donc, qu'est-ce que c'est le pack IA? C'est en fait la première mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France qui a été publié en octobre 2018, donc il y a presque 2 ans. Et l'idée, c'est bien de mettre l'IA au service de l'économie francilienne. Donc, je ne vais pas le détailler, hein, vous pourrez aller regarder le plan sur le site éventuellement. Le constat qui a tracté en fait cette première mesure, c'est que les PME ETI ont, dans une certaine mesure, pas toutes malheureusement, entamé leur évolution numérique. Et une PME ETI qui a commencé sa révolution digitale, comme on dit, eh bien en fait, elle va pouvoir significativement booster sa croissance en utilisant l'IA. C'est-à-dire que l'IA a besoin des données. Si vous avez les données, alors vous avez payé, entre guillemets, vous avez investi pour collecter ces données. Maintenant, il s'agit d'avoir un retour sur investissement et c'est l'IA qui va vous l'apporter. Malgré tout, il y a des freins. Comment je vais choisir le bon cas d'usage? Comment je vais mettre en œuvre? Je ne connais rien à l'IA, comme disait Jean-Marc. Moi, l'IA, je ne sais pas ce que c'est. Comment je vais mettre en œuvre? Comment je vais trouver les bonnes expertises? Comment je vais maîtriser le coût? Comment je vais faire que le projet, effectivement, aboutisse là où je veux qu'il aboutisse? En fait, c'est ça les objectifs du pack IA. C'est de fournir aux PME et ETI du conseil personnalisé avec des professionnels experts. Donc, on a vraiment pris des entreprises qui sont au top de l'IA, et pas certains qui ont mis juste une étiquette IA très récemment sur leur site. Donc, des gens vraiment experts qui vont les accompagner pour
répondre aux questions dont je parlais, c'est-à-dire quel est le bon cas d'usage, comment je vais y aller, comment je mets en œuvre la technologie, et qui vont accompagner l'entreprise tout du long au cours de la réalisation du projet. Il ne s'agit pas, comme vous l'a montré Jean-Marc, il ne s'agit pas de fabriquer des slides, il s'agit de fabriquer un code qui tourne ensuite dans votre entreprise, qui va vous permettre en fait d'obtenir des résultats avec tout ce qu'il vous faut pour obtenir votre ROI rapidement. On a éventuellement également accès à une plateforme technique avec tout ce qu'il faut pour les moyens de calcul, mais ce n'est pas une obligation. Pour avoir droit d'accéder à un pack IA, il faut être éligible. Pour ça, il faut que vous soyez une PME ETI au sens communautaire, donc en gros 50 à 2000 salariés. Il faut être en bonne santé financière. Il faut avoir commencé votre transformation digitale. Il faut être conscient de ce que c'est que la donnée et à quoi ça sert. Vous avez commencé à recueillir, stocker vos données. Et il faut en fait être dans un contexte concurrentiel où vous avez compris que vous devez y aller et que vous devez y aller sur certains aspects de votre business model. Donc, ce que va faire le projet PAC-IA, on l'a voulu très concret, très simple, comme l'a dit Jean-Marc, il n'y a pas beaucoup de paperasse. On a voulu vraiment limiter la paperasse au strict minimum. C'est un projet de 3 mois qui correspond en gros à 37 jours de prestation. Donc, c'est un projet durée fixe, coût fixe. Il n'y a aucune négociation, il n'y a aucune discussion sur les prix. On va vite là-dessus. C'est un non-sujet, ce sujet-là. 50% du prix sera payé par la région et 50% sera payé par l'entreprise. Donc, le coût pour l'entreprise est de 18 500 €. C'est ce qu'a payé Jean-Marc pour son projet. L'accompagnement sera fait par une équipe d'experts. Et ces experts, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont préqualifier le projet avec le dirigeant en discutant avec lui. Donc, celui qui va faire le projet, c'est ce qu'on appelle un réalisateur. Je vais vous montrer tout à l'heure qui sont les réalisateurs. Le réalisateur discute avec le dirigeant pour définir le projet, définir son contexte, définir s'il est réalisable, s'il y a les données et comment ça peut se passer. Ensuite, avec ça, et puis, derrière ça, il y a un petit questionnaire, ce dont parlait Jean-Marc. Donc, c'est quelques pages avec des cases à cocher. Franchement, en un quart d'heure, ça se remplit. Derrière ça, eh bien, le projet passe devant un comité de sélection qui décide de la chose. Et en fait, cette chose-là peut être faite en une dizaine de jours. On peut avoir rempli le questionnaire et obtenu le go pour le projet. Ensuite, le projet démarre, donc il va y avoir un approfondissement effectivement avec l'organisateur et le dirigeant du contour du projet. Dans le cas de Septodon, ça a été toute la question des temps de passage, combien il fallait faire examiner de cartouches, dans combien de temps, combien de faux positifs, etc. Enfin, toutes ces choses-là, ça fait partie de l'approfondissement. Ensuite, on réalise le projet lui-même et à la fin, on va évaluer ses performances pour dire oui, le projet peut passer en production, ce que nous espérons toujours, ce que nous souhaitons, ou bien, avant qu'il passe en production, voilà ce qu'il reste à faire. Ce que nous ne voulons pas, c'est des projets qui vont terminer dans des tiroirs. Ça n'a aucun intérêt. Et tout du long du projet, on va évaluer et valider le fait que le projet, ça n'est pas un projet de tiroir, ce n'est pas un POC, comme on a l'habitude d'en voir beaucoup. Les POC sont sans intérêt pour la compétitivité des entreprises, ça leur fait perdre leur temps. Donc, ce que nous voulons, c'est des projets qui aboutissent à un ROI réel et qui soient mis ensuite en production. Et qui ensuite, d'ailleurs, pourront déboucher sur d'autres projets. Comme vous l'a expliqué Jean-Marc, il y a derrière des possibilités d'autres projets qui sont ouvertes. Donc, le PAC-IA, c'est en fait un consortium. La région Île-de-France a choisi pour ce projet un consortium d'experts avec 2 pilotes. Donc, le hub France-IA, que je représente ici, pilote tout le mécanisme. L'IMT TerraLab, c'est Mines Télécom, en fait, pilote toute la gestion des financements fournis par la région. Et ensuite, nous avons des réalisateurs. Les réalisateurs, il y a 2 sortes. Il y a d'une part des cabinets spécialisés, donc Bearing Point avec sa division Data Science, Business et Décision, qui est une société filiale d'Orange qui est complètement spécialisée sur la donnée, en particulier la data science. Capgemini avec sa division data science. Quantmetric qui est une entreprise qui ne fait que de la data science.
et Systemix, qui est ce qu'on appelle un IRT, c'est-à-dire un institut de transfert de technologie, en particulier très associé avec Systématique et Saclay. Ça, c'est les cabinets qui vont réaliser, les réalisateurs. Mais il y a aussi d'autres réalisateurs qui sont les startups membres des réseaux du Hub Francia et de l'IMT TerraLab. Et en particulier, dans le cas de Septodon, la startup Hanover Brain est membre du Hub Francia, et donc, à ce titre, elle pouvait être réalisateur du projet Septodon. Donc, vous avez ici le choix. Est-ce que vous aimez travailler avec un très grand cabinet de conseil? Est-ce que vous aimez travailler avec une société d'experts de l'IA? Est-ce que vous aimez travailler avec un institut plus proche de la recherche, comme Systemix? Ou est-ce que vous voulez travailler avec une start-up qui a pile poil le produit qui va bien pour, en fait, accélérer votre projet? C'était le cas de Septodon avec Hanover Brain. Donc, en résumé, pour ne pas m'étendre davantage, Paquilla, ça va vous accompagner pour votre premier projet. Vous maîtrisez complètement les coûts, la durée, les risques, puisque vous avez en face de vous le hub qui va vous aider en fait à qualifier le bon intervenant, le bon réalisateur pour votre projet, qui va vous accompagner en fait tout du long du projet s'il y a des difficultés. On va vous aider à comprendre les enjeux, les risques, les processus, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'ai pas fait. Éventuellement, on va vous aider à réfléchir comment lancer de nouveaux projets. Normalement, Paquilla, c'est un début. Paquilla, c'est le premier projet, mais normalement, il y en a, de notre point de vue, plein d'autres. Et ce qu'on espère absolument, c'est que vous avez commencé, vous avez bien compris toute cette trajectoire ici, et derrière ça, vous êtes capable d'en relancer beaucoup d'autres. Donc, voilà sur le dernier slide toutes nos coordonnées. Si vous avez des projets, vous pouvez contacter sur ces différents liens. Donc, merci à tous. On est à peu près au bout de la présentation. Je pense qu'il est temps pour nous de répondre à vos questions. Et pour ça, vous devez avoir la possibilité sur le chat de poser vos questions. On vous a mis un lien vers Paquilla. Avez-vous des questions? Françoise, j'ai peut-être une première question de ma part. Est-ce qu'il y a une date limite de dépôt de candidature ou est-ce que c'est limité dans le temps? Alors, Paquilla, c'est 3 ans. La première année, nous souhaitons que les projets aient tous démarré avant fin décembre. Mais ils auront, à cause du Covid, on a une prolongation. Ils commenceront fin décembre, mais ils auront jusqu'à fin juin pour terminer. Et puis, il y aura normalement une deuxième année, si tout se passe bien avec la région, si la région est satisfaite du travail que nous avons fait. Donc, cette année, il y avait 30 projets à faire, entre guillemets. Ils ne sont pas faits tous, donc il y a encore de la place. Mais première arrivée, premier servi, jusqu'à fin décembre. Ensuite, il y en aura 60 en deuxième année, donc ça démarrera en janvier. Et puis, à partir de janvier, l'année d'après, donc 2022, 100 projets. Donc, il y a encore beaucoup de projets possibles pour Paquilla. Mais ne perdez pas de temps pour passer dans cette phase d'ici fin décembre, parce qu'il faut un certain temps, comme vous l'a expliqué Jean-Marc. Je vois une question sur le chat. Question budget, comment calibrer un projet pour qu'il soit accepté? Si mon besoin… Ouais. C'est figé. Putain. Alors, je ne sais pas si François, je vous entends. Oui, c'est bon, c'est revenu. Non. Moi, j'ai compris que c'était en fait one shot, hein, le budget. C'est-à-dire qu'en fait, il y a c'est une première marche qui aide à monter dans le programme. Effectivement, si le projet est plus compliqué ou plus long, je ne sais pas exactement s'il y a des dérogations ou pas. Moi, j'ai compris que c'était un package qui avait pour objectif d'être simple à appréhender et rapide à être mis en place.
Donc, je ne sais pas s'il y a des possibilités voilà, de faire des compilations avec d'autres intervenants ou d'autres personnes qui accompagnent le projet. On va voir si Sophie revient, si Françoise revient. J'avais une autre question, mais je ne sais pas ça, si Jean-Marc, vous pouvez le dire. Est-ce que vous avez été mis en relation avec d'autres chefs d'entreprise qui faisaient des projets en même temps que vous, ou est-ce que vous avez eu parce que là aujourd'hui vous avez la gentillesse de témoigner, est-ce que vous avez eu la capacité d'être en contact avec d'autres qui étaient en train de faire des projets aussi ou pas? Alors, on n'a pas eu forcément de liaison avec d'autres qui menaient un projet parce qu'on était dans ceux qui démarraient, en tout cas dans les tout premiers. En revanche, on est ouvert à échanger, hein, il n'y a pas de souci, on est disponible pour qui que ce soit pour des renseignements ou partager en tout cas l'expérience. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'essentiel pour les TI et PME pour continuer à progresser. Et en revanche, j'ai eu Christian Danzobren il y a quelques jours qui m'a dit que je serais contacté, il avait donné mes coordonnées, il n'y a aucun souci. En tout cas, on va essayer de créer des échanges comme ça. Ça semble essentiel en tout cas pour partager parce que ça reste pour nous un domaine un petit peu difficile à appréhender. Donc, c'est bien si on peut s'aider. Et puis par ailleurs, j'ai vu qu'il y avait aussi un peu des thématiques. Là, vous étiez plutôt dans une thématique process industriel. Oui, oui, oui. Alors, il y a des thématiques, mais ça, Françoise pourrait mieux en parler, hein, parce que avec elle, j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'intelligence artificielle dans des fichiers clients de la nature, etc. Donc, l'intelligence artificielle, c'est partout. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il ne faut pas hésiter à essayer de trouver, en tout cas, une start-up qui peut avoir un produit par rapport à mon process, quel qu'il soit. Il peut être administratif, il peut être tertiaire, il peut être de production. C'est plus facile à appréhender quand on produit quelque chose, mais en tout cas, ça peut être mis partout. Nous, on a aussi un projet d'intelligence artificielle en Amérique du Nord sur la partie commerciale, par exemple. D'accord, bon, c'est très intéressant. Écoutez, je ne sais pas si on va récupérer Françoise pour les quelques dernières minutes et je regarde s'il y a d'autres informations ou d'autres questions qui sont postées. Je vois que le Hub France IA a reposté effectivement les informations PAC IA. Et je pense aussi qu'on pourra envoyer la présentation à tous ceux qui sont connectés. Donc, il y a pas de problème. Voilà, je vois que le hub répond à la question, le coût maximal pour l'entreprise. Mais effectivement, si le projet est plus volumineux, peut-être que c'est un projet qui nécessite d'autres financements, mais peut-être qu'ils sont allés chercher auprès d'autres interlocuteurs. De mon côté, écoutez, je ne sais pas si y a voilà, d'autres questions, mais en tout cas, je pense que c'est très important de mettre le focus sur ce programme qui, effectivement, avec le Covid, forcément, n'a pas pu être porté à la connaissance de tous ceux qui auraient mérité de le connaître. On va essayer, nous aussi, dans le réseau MEDEF, de continuer à propager l'information parce que je pense que côté entreprise d'Île-de-France, c'est important. Je crois que dans le cadre du plan de relance aussi, il y a d'autres projets d'audit de l'intelligence artificielle qui sont menés par d'autres régions. Au fur et à mesure que nous avons les informations, le pôle adhérent les diffuse auprès de nos adhérents partout en France. Et effectivement, la mise en place d'outils d'intelligence artificielle est un sujet qui est pris à bras-le-corps dans le cadre de ce plan de relance. Et nous essaierons au maximum de relayer les informations. Voilà, merci beaucoup. Je crois que maintenant, il est temps de clore le webinaire, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Ah, si, voilà, Françoise. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, ça a été la fin. Hein. Pas de problème. On était en train de conclure pour dire qu'effectivement, dans le cadre du plan de relance, il y avait aussi beaucoup de projets IA qui allaient être soutenus partout en région. Parce que là, c'était vraiment bien d'avoir pu présenter le PAC IA région Île-de-France. Que, comme l'a expliqué Jean-Marc, il allait monter en puissance avec les projets chaque année, comme tu as pu expliquer. Et qu'effectivement, c'est un axe très fort d'adoption de nouvelles technologies qui transforment effectivement complètement les process. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Je pense que vos témoignages ont été parfaitement clairs et illustrants de ce qu'on peut faire dans le cadre de ce PAC. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avancer avec nous sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci Françoise. Merci Jean-Marc. Merci. Merci Jean-Marc. Merci Maxence. Au revoir. Au revoir.